slides are in English, mais je vais parler en français au grand soulagement de tout le monde. Voilà. Et surtout, je vais partager mes interrogations sur des pirates polynésiens dans les eaux des îles de la Société au début du XIXe siècle qui offrent un cas de violence aussi circonscrit dans le temps qu'il est déroutant. La saisie de navires, l'attaque de ces navires pour prendre leur cargaison, capturer éventuellement leur équipage, ne constitue dans l'océan Pacifique, dans la période considérée, pas un fait nouveau. Et de la même façon, sur la longue durée, c'est pratiquement quelque chose qui s'inscrit dans la tradition et on peut avoir en tête un certain nombre d'actions célèbres dont vous pouvez ici avoir le rappel, mais je ne vais pas prendre de risque dans la manipulation de cette machine qui dépasse de loin mes compétences. Je veux dire par là que les actions de Cavendish, des frères Roerich ou de von Lochner répondent exactement à la définition conventionnelle de la piraterie, c'est-à-dire toute agression ou action violente en mer commise contre les lois de la sécurité, de la navigation, de la sécurité et des douanes. Et bien sûr, compte tenu de cela, on ne peut qu'insister sur ce qu'il arrive de tout à fait original dans les îles de la Société à l'horizon de 1800. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des formes spéciales, particulières de piraterie, à savoir qu'on a affaire à des attaques machinées, organisées à partir de la côte. Et puis, deuxième élément d'originalité, ce sont des Polynésiens qui passent à l'action, ce sont eux qui complotent. Voilà. Bien sûr, dans la mesure où on a affaire à un phénomène spécifique, quelles en sont les données? C'est ce que je vous propose de voir à présent. Ce qui est clair, c'est que naviguer dans les eaux de l'archipel de la Société au tout début du XIXe siècle est hautement risqué. On a là-dessus le témoignage de John Turnbull, un négociant entrepreneur d'Australie qui explique cela. Donc, vous avez la citation ici, et il emploie bien le terme de piraterie. Il qualifie de pirates les habitants, notamment de l'île de Bora Bora. Et surtout, il rapporte que 2 navires se sont trouvés à l'horizon de 1802 dans une situation particulièrement difficile. Il s'agit tout d'abord du Porpoise, donc qui s'est trouvé sur le point d'être capturé par des habitants de Bora Bora. Et surtout, il s'agit du Margaret, le propre navire de Turnbull, qui se retrouve dans une situation encore pire pendant 3 jours à Raiatea. Je vais à l'essentiel. Le moment clé, la découverte par l'équipage du Margaret d'une corde, d'un cordage destiné à tirer donc le navire jusqu'à la côte. La manœuvre est empêchée in extremis par donc l'équipage du Margaret, les hommes de Turnbull, mais qui, évidemment, devant cette manœuvre, se reçoivent des pierres de la part des habitants de Raiatea. Ils leur envoient ces pierres. Les habitants de Raiatea se mettent à tirer avec des armes à feu et bien sûr, explique Turnbull, l'équipage du Margaret est bien entendu obligé de répliquer à son tour avec des armes à feu. En tout cas, débordés par le nombre des Raiatéens, les membres de l'équipage du Margaret voient vraiment un très mauvais moment arriver, mais un coup de vent miraculeux leur permet de gagner le large.
Justement, ce qui est attesté à l'horizon de 1802 par Turnbull semble relever de faits qui existaient déjà depuis quelque temps. On a là-dessus le témoignage de John Myers et de Edmund Fanning. Le premier, donc, fin 1800, début 1801, à bord du baleinier Betsy. Donc lui aussi échappe de peu à un complot pour que des naturels, je reprends son terme, eh bien, ne s'emparent du navire et en tuant le capitaine pour s'emparer de la cargaison. Surtout, il faut insister sur ce qui se passe, bien sûr, au-delà de l'archipel de la Société, aux îles Marquises, au large de Tawata, entre le 21 et le 22 mai 1798. À cette époque, le navire de Fanning, le Betsy, un navire marchand américain, recueille, vous vous en souvenez, le missionnaire William Crook. William Crook qui révèle que, justement, le Betsy est sur le point d'être l'objet d'un acte de piraterie de la part donc, des habitants de Tawata. Il s'agit d'envoyer des nageurs pour faire exactement ce qui a été à l'ordre du jour à Raiatea pour Turnbull quelque temps après, c'est-à-dire remorquer le navire jusqu'à la côte. Bien sûr, mais je vais montrer une image qui en dit plus long que tous les discours que je pourrais faire. On pense évidemment, avec ces actes de piraterie manqués, à l'acte de piraterie qui, au tout début du XIXe siècle, est un acte de piraterie réussi. Ce qui se passe en décembre 1809 dans le havre de Whangaroa, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, avec l'attaque par le chef maori Te Ara et ses hommes du navire Boyd, les Maoris s'emparant du navire, massacrant la plus grande partie de l'équipage. La cargaison d'armes et de munitions est mise à sac et s'ensuit, suite à la manipulation malencontreuse d'un tonneau de poudre, l'explosion du Boyd qui est commémorée donc par ce tableau de Louis John Steele que vous connaissez tous. Justement, on ne peut qu'insister sur l'impact durable qu'a eu cet incident, entre guillemets, du Boyd sur les relations entre Maoris et Européens. La manière dont les Européens ont vu les Maoris a changé à partir de cette affaire du Boyd. Et en témoigne particulièrement de cet impact l'un des fondateurs, l'historien aussi des premières stations chrétiennes dans les îles de la Société, dans l'archipel de la Société, bien sûr le fameux William Ellis. Et William Ellis, qui est aussi non seulement celui qui rapporte l'incident du Boyd, mais aussi qui raconte les derniers cas connus de piraterie polynésienne à l'horizon de 1813. Je vais rapidement, parce que si je ne me trompe, il y a une erreur terrible dans les slides 13 et 14 concernant, non, je pense que c'est bon, la correction avait été faite. Non, je ne suis pas sûre. Bref, à l'horizon de 1813, que se passe-t-il ? Deux navires qui font escale à Moorea, dans l'île sœur de Tahiti, eh bien, le premier qui s'appelle le Queen Charlotte et qui transporte à côté ou avec un équipage britannique un certain nombre de matelots, d'hommes d'équipage recrutés à Raiatea, donc qui transportent des gens de Raiatea, eh bien, est l'objet d'une attaque qui ressemble exactement à ce qui s'est passé à Whangaroa. Je veux dire par là que le premier et le second officier donc, du Queen Charlotte sont assassinés par les assaillants venus de Raiatea, enfin les assaillants originaires de Raiatea, qui prennent possession du navire et
l'amène ensuite à Tahiti. Et c'est toujours William Ellis qui est notre informateur. Il explique que la même chose arrive avec le Daphné, un autre navire, lui aussi, en escale à Moorea, et fort du succès des assaillants du Queen Charlotte, Ellis raconte que des Tahitiens engagés pour servir comme plongeurs ultérieurement dans les Tuamotu, archipel vers lequel se dirige le Daphné, passe à l'attaque, là encore, meurtre du capitaine et saisie du navire qui lui aussi est amené à Tahiti. Je n'ai pas d'autres informations sur la suite de cette affaire. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des procédures, des faits similaires qui méritent d'être soulignés à travers ces différentes histoires de piraterie. D'abord, et je vais aller relativement vite, c'est ce qui me convainc le moins. Équivoque. En fait, qui est exactement à l'origine de ces attaques? Pour Fanning, Myers, Turnbull, les sources sur lesquelles je m'appuie, il y a insistance sur le rôle joué par des Européens pour concevoir ces attaques. Alors, s'agit-il de déconsidérer ce que Ellis appelle des sauvages, incapables donc de concevoir des entreprises, des attaques, tels que ces actes de piraterie? Ou bien s'agit-il, en insistant sur le fait que derrière ces attaques, il y a des Européens, s'agit-il de mettre en évidence que les Polynésiens ont une innocence, une bonne nature foncière telle qu'ils ne peuvent pas avoir conçu cela. Donc, pour ce point sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise, ce qui est évident, c'est qu'on a des témoignages de déserteurs qui font état du fait que, au service de Polynésiens, ils ont le sentiment d'être manipulés bien plus qu'ils ne manipulent. En fait, quelque part, le pouvoir, l'empowerment, il n'est pas du côté européen dans leur cas. Il est plutôt du côté des Polynésiens qui les manipulent. Je pense à Hagerstein, un célèbre beachcomber suédois. Et puis, je pense aussi à Pulpit, qui est justement un personnage dont parle Turnbull et qu'il rencontre à Wainé. Moi, je voudrais insister plutôt sur l'anxiété. Étant donné que c'est l'état d'esprit, le sentiment qui domine chez les Européens par rapport aux Polynésiens. Pour les Européens, qu'ils soient du côté des déserteurs qui sont au moment des attaques avec les Polynésiens, ou bien qu'il s'agisse évidemment des équipages qui font l'objet d'attaques. Ce qui est évident, c'est que la terreur est de leur côté. La terreur est du côté des Européens. C'est évidemment tout à fait conforme aux statistiques qui montrent le fait que les navires européens sont vraiment très peu nombreux. Comme les Européens sont submergés par le nombre des Polynésiens autour d'eux. Et c'est ce qui rend, et là encore, je m'appuie sur les sources, c'est ce qui rend d'autant plus grave la collaboration d'Européens à ces attaques pirates. Parce que derrière ces attaques pirates, il y a la question, le problème de la propagation, de la diffusion des armes à feu chez les Polynésiens. Avec cette propagation des armes à feu chez les Polynésiens, les Européens perdent un facteur décisif d'avantage. Là encore, je m'appuie sur les sources. Justement, il faut revenir, et c'est un point clé, sur cette question des armes à feu et puis des munitions. C'est très clair dans le témoignage de Fanning. C'est très clair également dans le témoignage de Turnbull. Ce que cherchent les Polynésiens en attaquant les navires, ce sont des armes à feu. Bien sûr, je pense tout à fait à l'étude
de Hove, et j'y pensais à l'instant, d'autant plus avec ce qu'a dit Louis Lagarde, à la manière dont on a pu étudier ce qui se passe sur l'utilisation des armes à feu aux îles Loyauté. Moi, je voudrais insister sur ce que je perçois comme une évolution. Ce qui est clair, c'est qu'au moment où interviennent ces attaques pirates, si jamais ils l'ont été par le passé, les Polynésiens ne sont plus du tout fascinés, ni même effrayés par tout ce qui est européen et même par les armes européennes. En fait, le vrai problème et la vraie question à l'horizon de 1800, c'est la rareté des armes à feu. Voilà. De toute évidence, aux alentours de 1800, pouvoir disposer de munitions, pouvoir disposer de poudre en particulier, c'est ce qui fait la préoccupation, la priorité, bien plus que la possession des armes à feu par elles-mêmes. Justement, je pense à ce qui a été dit. Posséder les armes à feu, ce n'est pas uniquement posséder des armes qui sont capables de faire feu, mais il y a une dimension sans doute, enfin les armes à feu, elles ne sont pas forcément efficaces, mais ce qui est important, c'est que quand même ça produit un avantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des attaques contre des navires européens, elles ont existé dès le début. Cook a fait l'objet d'attaques à Tonga Tapu. De la même façon, les baleiniers du Matilda ont été attaqués en 1792. Alors pourquoi en 1800, aux alentours de 1800, on s'en prend à des navires entiers? Pourquoi on cherche à capturer des navires entiers? Eh bien, là encore, ce ne sont que des hypothèses. Voilà, évidemment, on pense à ce qui se passe avec les guerres du mousquet en Nouvelle-Zélande. J'essaie d'aller rapidement. Le but, c'est, j'ai 3 minutes, mon Dieu, je vais y arriver. Il s'agit d'accumuler le plus d'armes possible pour, en fait, faire la différence par rapport aux autres clans. L'accumulation des armes, le fait d'avoir le plus d'armes possible, c'est ce qui va faire la différence. Dernière chose, me semble-t-il également décisive, c'est la rancœur. En fait, il n'est plus question de voler comme on pouvait le faire au moment du contact. Maintenant, il y a une violence dévastatrice qui est à l'ordre du jour. Une violence qu'a étudiée David Igler récemment. Et une violence qui est liée sans doute à justement les plongeurs employés pour l'huître perlière au Tuamotu, qui craignent d'être punis. Il y a une affaire comme ça, à l'origine de ce qui se passe pour les affaires à Bora Bora et auprès de Moorea. On se souvient pour le Boyd, la vengeance, le concept de Hutu était décisif pour le lancement de cette attaque. Donc, je pense que j'ai maintenant 50 millisecondes pour terminer en disant que j'ai des sources où je m'appuie sur des sources qui sont unilatérales, des sources européennes, qui impliquent des conclusions extrêmement prudentes. Par exemple, le concept de piraterie, est-ce qu'il est vraiment valable ? Je parle à l'appui d'Européens qui ont en tête ce qui se passe à l'horizon des guerres napoléoniennes dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, où il y a effectivement un essor de la piraterie. Est-ce qu'il y a contamination d'un concept qui n'est peut-être pas exactement adéquat là? Et puis surtout, moi je suis complètement en décalage par rapport à ce que suggérait Serge tout à l'heure, en l'intérêt, pour comprendre la violence marquant les rapports entre Européens et Polynésiens au départ. Mais je crois que rétrospectivement, à cause de ce qui se passe effectivement de très circonscrit dans le temps, on a le moyen d'avoir un éclairage justement sur ce qui est intervenu auparavant. J'ai vraiment terminé et j'espère que le chronomètre ne me...